faire aujourd'hui un petit tour sur les urgences sérologiques. La liste n'est pas exhaustive, mais on va essayer de faire le maximum des urgences sérologiques. Alors, pour commencer, on va commencer par les traumatismes fermés du rein. Donc, un traumatisme fermé du rein, c'est une contusion rénale représentant l'ensemble des dégâts du parenchyme, du pédicule et de la voie excrétrice. Donc, secondaire à un traumatisme ayant respecté l'intégrité de la paroi abdominale. Donc, les contusions rénales représentent 10% des traumatismes abdominaux et l'évolution de la prise en charge urologique, une approche de plus en plus conservatrice. Donc, on oublie la chirurgie ouverte, donc on est vers la conservatrice. La fréquence, donc, c'est isolé dans 60% des cas ou associé à d'autres lésions, crâne, thorax, membres, haut, abdomen, dans 40% des cas. 80% c'est des hommes, 20% des femmes. Les causes, la première cause c'est les AVP, les accidents de la voie publique, accidents du travail dans 15%, accidents du sport dans 10% et les chutes accidentelles dans 10%. Le choc direct, c'est le plus fréquent comme mécanisme, donc direct, soit volant ou latéral, portière. Le choc indirect, c'est exceptionnel, donc chute aux collisions, s'écrase contre les structures osseuses et il y a des plaies pénétrantes, donc par arme à feu ou arme blanche. La classification, donc il y a deux types de classification, mais on utilise la dernière, c'est la classification de l'Association américaine de chirurgie traumatologique. Donc c'est une classification qui nous permet d'avoir une idée sur le traumatisme et en même temps d'avoir la conduite à tenir suite au traumatisme. Donc on sait très bien que c'est un traumatisme qui est sévère. Le fait de toucher le rein, c'est un traumatisme qui est vraiment sévère. Il y a la classification qui permet de donner une idée sur les dégâts sur le rein. Donc, la première des choses, c'est la contusion simple. Donc, on peut avoir le grade 1, immaturé avec imagerie normale, ou hématome sous-capsulaire non expansif. Deuxième, c'est l'hématome périrénal non expansif ou lacération de moins de 1 cm. Grade 3, c'est lacération plus de 1 cm sans lésion des cavités excrétrices. 4, c'est l'atteinte des cavités excrétrices avec l'extravasation de produits de contraste ou l'atteinte vasculaire, c'est le pédicule. L'avulsion de Hill, c'est le grade 5, c'est une dévascularisation presque complète du rein et le rein totalement détruit, c'est une lacération qui est multiple. L'évolution sont des lésions parenchymateuses, la cicatrisation soit spontanée avec éventuelle zone parenchymateuse détruite. Les hématomes sous-capsulaires peuvent se résorber ou envahir la loge rénale en cas de rupture secondaire de la capsule. Et les hématomes péricapsulaires peuvent se résorber, s'infecter ou s'organiser en gangue fibreuse sclérosante. Donc, l'évolution des lésions de la voie excrétrice, c'est l'hérohématome, si vous entendez bien l'hérohématome, qui peut se résorber, s'infecter ou donner une gangue scléreuse qui peut comprimer le rein fracturé. La voie excrétrice au pédicule vasculaire. Les caillots intracavitaires se résorbent, mais ils peuvent donner une lithiase et après la calcification. Et les ruptures caliciello-pyéliques cicatrisent parfois en se sténosant. On peut avoir des sténoses post-traumatiques. Les lésions des gros vaisseaux peuvent aboutir à une hémorragie rétropéritonéale qui peut tarir en quelques jours ou parfois engager le pronostic vital. Donc, les lésions des veines rénales peuvent évoluer vers la thrombose, rarement vers la fistule artério-veineuse. Donc, cette image qui permet de donner une idée sur le traumatisme du rein. C'est un traumatisme qui est grave. Donc, dès l'arrivée du blessé, les paramètres hémodynamiques sont notés et régulièrement contrôlés. Après avoir éliminé une urgence vitale ou une défaillance multiviscérale nécessitant une prise en charge précoce et adéquate, un bilan initial à faire, c'est l'NFS, donc le gaz du sang, fonction rénale et glycémie avec un bilan de Kras. Donc, le malade, par la suite, est interrogé, si on a le temps. L'information la plus importante est le mécanisme du traumatisme. Donc, on oublie tout ce qui est couverture sanitaire, je sais pas, RAMED, AMO. Donc, on passe au mécanisme du traumatisme. Donc, la vitesse du véhicule normalement, un accident sur la voie nationale, c'est pas un accident sur l'autoroute de 120 km/h. Donc, la hauteur de la chute, si normalement il y a un fonctionnaire, donc c'est pas quelqu'un qui travaille sur une hauteur de 5 mètres, il y a une chute qui est importante pour savoir si le blessé a subi une décélération importante. Si c'est le cas, il peut avoir un arrachement du rein
à ces points de fixation, notamment la veine, l'artère ou la jonction pilo-urétérale. Donc, il y a normalement des points d'arrachement, donc au niveau de pédicule ou bien de la jonction qui fixe normalement le rein. Autre point important, c'est le rein pathologique au rein unique. Donc, soit il y a normalement déjà un seul rein, c'est l'extrême urgence, c'est-à-dire qu'on peut passer à anéphriction, on fait une néphrectomie de hémostase et on passe aux dialyses. Sinon, si le rein il est donc l'autre rein il est bien, donc on a un peu de temps pour agir. Donc la douleur, c'est un signe presque constant en rapport avec la contusion ou l'obstruction des voies excrétrices par des caillots ou l'hématome. Si persistance au-delà de 2 à 3 jours, donc l'extension de l'hématome en présence de lésions associées, les urines, dernière miction et aspect de pilotraumatisme. C'est-à-dire, on demande au patient quand est-ce qu'il a uriné et l'aspect des urines. L'examen clinique, un moment très important avant de commencer la prise en charge. Les urines urinées ou recueillies lors d'un sondage vésical, on sait très bien que le traumatisme du bassin, c'est une contre-indication au sondage, mais s'il n'y a pas normalement d'atteinte du bassin, on peut sonder un malade pour recueillir les urines. Donc, s'il y a une hématurie, donc c'est un meilleur indicateur, surtout si associé à une lésion d'accélération, décélération ou à une hypotension artérielle. Macroscopique ou microscopique, c'est très important, mais aucune corrélation entre l'importance et sévérité de l'atteinte rénale. Donc, on peut avoir une atteinte rénale qui est très importante, mais il n'y a pas d'hématurie. Donc, l'inspection, on peut avoir une ecchymose de la fosse lombaire, une lésion rénale évoquée devant une fracture des 8e ou 12e côtes ou des apophyses transverses D2 ou L1. Palpation de la fosse lombaire à la recherche des signes locaux, forte chance d'atteinte rénale. Le reste de l'examen somatique est systématique, donc on est devant un organisme, c'est pas un organe, et on peut demander même un body scanner pour savoir s'il y a d'autres points d'impact. Donc, un examen minutieux, la surveillance au milieu chirurgical, donc on met le patient dans un milieu de chirurgie, une réanimation chirurgicale, parce qu'à n'importe quel moment, on peut normalement acheminer le patient au bloc opératoire. Donc, l'état hémodynamique peut parfois un signe d'alarme pour une exploration chirurgicale en urgence. Les indications de l'imagerie, très important, c'est l'hématurie macroscopique, les données de l'examen clinique, l'hématurie microscopique, les tensions artérielles moins de 90 mm de mercure, traumatisme violent, lésions d'organes ou de structures de voisinage, une plaie pénétrante, et surtout chez les enfants. Donc, l'examen complémentaire, bilan initial en urgence. Donc, on demande un simple examen pour au moins avoir une idée sur l'hémoglobine, sur le bilan de Kras. Après, on peut demander une imagerie et on oublie normalement l'échographie et on est surtout devant l'euroscanner qui donne un état du lieu et la mise au point des traumatismes. L'échographie, on peut l'utiliser en fonction, donc s'il n'y a pas un centre qui a un scanner, on ne sait pas, en attendant. Donc, lésions viscérales, hémopéritoine, foie, rate, parce que, à l'époque, on utilise normalement le radiothorax et l'échographie abdominale et on n'utilise pas le body scan. Maintenant, c'est le body scan qui remplace. Peut montrer une contusion, fracture rénale ou un hématome. L'uroscanner, l'hématome médian, donc c'est une lésion qui est vasculaire. L'urinome médian, c'est une lésion pyrique de la jonction pilo-urétérale. Pas de prise de contraste égale une thrombose artérielle. Saignement actif par le pédicule. Donc c'est une thrombose de l'artère rénale gauche. C'est l'image à gauche de l'écran. Les moyens thérapeutiques. Il y a une abstention chirurgicale, c'est la règle dans la majorité des cas, même en cas de fissuration parenchymateuse majeure avec un état hémodynamique stable. Prise en charge médicale, c'est repos au lit, antalgique, antibiotique en cas de surinfection d'hématome ou hérohématome. La surveillance stricte clinique, c'est l'état de conscience, l'hémodynamique et la diurèse, la couleur des urines, la température. On essaie de ne pas avoir une surinfection. Biologique, radiologique, c'est l'NFSRP. Euroscanner entre 7e et 10e jour avant la sortie, puis 1 mois et 6 mois est recommandé afin de vérifier la résorption de l'hématome, la cicatrisation et la fonctionnalité du rein. Traitement non chirurgical des traumatismes graves, c'est un drainage soit par une sonde urétérale, par une sonde WJ, drainage percutané de l'hérohématome infecté et l'embolisation s'il y a normalement un centre qui fait de l'embolisation. Les indications d'un traitement chirurgical, c'est l'instabilité hémodynamique, l'hématome expansif et pulsatile, suspicion d'avulsion des pédicules rénales et l'avulsion pilo-urétérale.
Les indications thérapeutiques selon le stade 1 et 2, surveillance, cicatrisation spontanée sans complications, c'est la règle. L'intervention parfois pour évacuer les importants hématomes sous-capsulaires. Donc, stade 3 et 4, c'est la surveillance plus ou moins chirurgie déférée, c'est le hématome important au péripédiculaire, au urétéral. Donc, drainage, suture de voie excrétrice et soit la néphrectomie partielle. Et le stade 5, c'est la chirurgie en urgence de réparation artérielle ou autotransplantation au niveau de la fosse iliaque droite, si patient vit dans les 4 à 6 heures qui suivent le trauma. Donc, surveillance au-delà de 6 heures, aussi hémodynamique instable, c'est la chirurgie. Donc, la surveillance, donc, l'indication de suivi, c'est traumatisme grave, donc traumatisme pédiculaire et collection importante. Le risque évolutif immédiat, c'est l'hémorragie, choc hypovolémique et le décès. Surinfection des hématomes. À distance, on peut avoir des résorptions des collections au focus urohématique. On peut faire une ponction. La fibrose périrénale, c'est l'hypertension artérielle. Péripédiculaire, l'hypertension artérielle. Périurétérale, une dilatation, infection et calcul. Anévrisme artériel et fistule artério-veineuse. Et l'hypertension artérielle est rare, moins de 1%, tardive à 15 ans. Atrophie rénale qui est rare. Donc, pour conclure les traumatismes rénaux fermés, il y a un motif fréquent de consultation et la recherche et à rechercher devant un polytraumatisme. L'attitude thérapeutique, c'est autrefois une attitude chirurgicale agressivité entreprise dans le but de réparer les lésions rénales. Actuellement, un traitement conservateur moins agressif est indiqué, aidé par les techniques endourologiques et radiologiques interventionnelles. La prise en charge adéquate et plus précoce possible. Donc, on peut faire aussi la fracture de la verge. C'est une urgence chirurgicale qui peut faire normalement l'objet d'un débat entre le médecin généraliste et les urologues. Donc, cet aspect en aubergine, c'est l'aspect typique. Donc, c'est une urgence peu fréquente, mais c'est une fracture sans os. Pathologie traumatologique, définie comme une rupture de la tunique albigénéale de la verge en érection, le plus souvent au cours d'un rapport sexuel. Le diagnostic, il est clinique, adulte jeune. Traitement, c'est chirurgical. Et le pronostic, il est fonctionnel sexuel. Donc, l'albigénie est considérée parmi les enveloppes les plus rigides du corps humain. Les étiologies, c'est le faux pas de couétal est la plus fréquente. La manipulation forcée de pénis et masturbation. Traumatisme direct peu rare sur une verge flaccide ou en érection. Il peut s'étendre à l'urètre à rechercher sur ses rétentions aiguës d'urine. Donc, il y a normalement les positions les plus prévoyeuses et l'aspect normalement clinique. Donc, l'examen complémentaire pour les formes typiques, aucun examen complémentaire. Pour les formes vues tardivement ou frustrées, il y a l'échodoppler, l'IRM, l'UCRM et le cavernographie. Donc, conduite à tenir devant une fracture de la verge. Traitement conservateur ou chirurgical. Donc, il faut opérer, oui, yes, dans les 24 heures. Fracture de la verge, c'est une fracture qui peut normalement, qui dépend de la disponibilité de chirurgiens à l'hôpital. C'est une urgence chirurgicale. Pas de place pour le traitement médical. Comme on voit, il y a des gens qui donnent des traitements médicaux. Donc, il n'y a pas de place pour le traitement médical. Principe consistant en l'évacuation de l'hématome et la réparation de l'abugéné et une prise en charge précoce, une durée d'hospitalisation plus courte, tout moins élevé de complications. Donc, l'algorithme décisionnel, il y a clinique typique, chirurgie d'emblée, doute sur une fausse fracture, il y a une chirurgie exploratrice, ou bien on peut faire un échodoppler, plus ou moins IRM si disponible. Donc, si le patient, donc il est d'accord pour le traitement chirurgical, donc on rentre au bloc opératoire. S'il y a une doute, parce qu'il y a des fausses fractures et des vraies fractures. Donc, il y a des gens qui auront des fractures, mais parfois, ils gardent l'érection. On peut dire que c'est une fausse fracture. Par contre, les vraies fractures, le patient passe de l'érection à la détumescence. Donc, c'est un signe direct qui nécessite normalement un traitement en urgence chirurgicale. Donc, si l'IRM est positif, donc chirurgie, si l'IRM négatif, c'est traitement conservateur, ça, c'est un aspect un peu plus ou moins typique parce qu'on peut ne pas avoir de l'IRM aux urgences, ça c'est clair. Et pour nous, c'est une exploration chirurgicale au bloc opératoire pour sauver le patient. Donc, le but de traitement, c'est évacuer l'hématome, l'hémostase minutieuse
et pas restituer la déchirure de l'albuginé et aussi de l'urètre s'il y a une lésion urétrale. Réparer une éventuelle lésion urétrale, donc c'est la règle parce qu'on met en premier une sonde vésicale pour vérifier l'intégrité de l'urètre. S'il n'y a pas normalement de lésion urétrale, donc la sonde passe sans problème. S'il y a une rupture ou bien une fracture avec lésion de l'urètre, donc on peut avoir des lésions plus fréquentes de l'urètre et on doit suturer l'urètre aussi. Donc, les soins post-opératoires, le traitement antalgique anti-inflammatoire et on donne un traitement inhibiteur de l'érection, c'est on donne parfois des antidépresseurs ou bien de l'acétate de cyprotérone à 200 mg par jour et diazépam 10 mg, donc pour diminuer le risque de l'érection post-opératoire pour ne pas avoir des problèmes de cicatrisation. Donc, il y a des gens qui disent, voilà, on ne peut pas donner des traitements comme ça, mais je dis, voilà, il y a des traitements avec une efficacité donc pour éviter qu'il y a un lâchage des cétures. Donc, période d'abstinence sexuelle, durée non univoque, en moyenne 6 semaines. En moyenne, on peut demander aux patients de rester sans faire des rapports au moins 1 à 2 mois. Et entre 1 et 6 mois, c'est selon les études. Donc, l'antibiothérapie en cas de rupture de l'urètre durant 8 à 10 jours. Donc, conclusion, présentation clinique typique, craquement, détumescence rapide, déformation de la verge en aubergine et hématome, urgence sérologique chirurgicale, évacuer l'hématome, hémostase, pareil, suturer l'albuginé, prise en charge précoce, meilleure sexualité post-opératoire. Donc, la sexualité préopératoire conditionne la sexualité post-opératoire. On demande aux patients la sexualité en péropératoire avant de toucher le malade. Parce qu'il y a des gens qu'on touche, ils disent voilà, c'est après l'opération que j'ai plus normalement d'érection. Donc, c'est pour ça qu'il faut conditionner la sexualité en péropératoire et en post-opératoire. Donc, lésion urétrale à rechercher systématiquement et à réparer si présente. Donc, on passe à la bourse aiguë. C'est une situation fréquente de consultation aux urgences. Parfois, la consultation est tardive, donc on peut normalement perdre un testicule. Donc, c'est une situation fréquente, urgence fonctionnelle parfois vitale, prise en charge adéquate et dans le délai. Aspect médico-légal, c'est le pronostic. Donc, les causes, c'est la torsion du cordon spermatique, il y a les orchies épididémites, les traumatismes et les hernies inguinoscrotales étranglées. Donc, on passe à la torsion du cordon. Donc, la clinique, le contexte, c'est l'âge, traumatisme, mode aigu. Les signes fonctionnels, c'est la douleur, sepsis, signe urinaire. Donc, l'examen clinique, la position des testicules, la surélévation, parfois impossible vu l'intensité de la douleur. Dans cette situation, une scrototomie est la règle devant une douleur scrotale aiguë. Donc, on n'attend pas l'imagerie et on n'attend pas le bilan. Donc, une scrototomie blanche, mieux qu'un testicule qu'on fait normalement une orchidectomie. Donc, l'imagerie ne doit pas retarder l'exploration chirurgicale. Une échodoppler normale n'élimine pas le diagnostic. Donc, les conséquences de la torsion du cordon, c'est l'ischémie aiguë, arrêt brutal de la circulation artérielle. Il y a l'œdème par blocage du retour veineux, l'évolution vers la nécrose et l'apparition nécrose après 6 heures. C'est-à-dire, le patient, on peut le récupérer jusqu'à 12 heures, mais avant 6 heures, le pronostic est le meilleur. Les signes fonctionnels, c'est la douleur brutale, violente, unilatérale de la bourse, irradiant vers l'aine et la fosse iliaque. Parfois, il y a même des coliques néphrétiques irradiées vers le testicule. Donc, il faut faire la différence. Trajet du cordon spermatique, il y a des nausées et vomissements possibles. C'est un état d'urgence, donc on peut avoir des signes parasympathiques. Donc, les signes cliniques, c'est l'absence de signes infectieux urinaires, il n'y a pas de brûlure mictionnelle, il n'y a pas de fièvre. Testicules rétractés à l'anneau en avant de l'autre, signe de gouverneur, disparition du réflexe crémastérien et une manœuvre de surélévation accentuant la douleur. Parce que là, le testicule, il est presque en nécrose, en ischémie. Donc, même si on touche, parfois le patient, il ne laisse même pas l'examiner. C'est le signe de près. Les critères importants, c'est la douleur qui est diffuse, la douleur moins de 6 heures et les réflexes crémastériens qui est aboli. Donc, une exploration chirurgicale est la règle devant une douleur scrotale aiguë. Donc, on n'attend pas une imagerie ou un bilan et pas d'examen complémentaire. Le traitement, c'est une scrototomie qui est la règle. Détorsion manuelle et vérification de la vitalité, c'est à oublier. Donc, parce que à l'époque, on faisait une détorsion manuelle aux urgences
comme une ouverture d'un livre. Donc, consentement signé par le patient sur une possible orchidectomie et on fait l'orchidopexie plus du côté opposé. Donc, on fixe le testicule qui est tordu si normalement il n'y a pas d'indication d'enlever le testicule. Et après, soit on fait l'orchidopexie en même temps, opératoire, soit on le défère au bloc central. Donc, c'est l'aspect de quelques torsions qu'on avait aux urgences. Les formes particulières, c'est les subtorsions. Il y a des gens qui font des subtorsions, torsions, subtorsions, torsions. Il y a des torsions incomplètes, il y a des torsions négligées et il y a des torsions d'un testicule cryptorchide. Donc, on peut avoir des douleurs au niveau normalement de la fosse iliaque ou bien au niveau, au niveau inguinal, des testicules qui ne sont pas descendus au niveau du scrotum. Et on peut avoir du douleur qui est irradiée. Et lorsqu'on examine le patient, il y a un seul testicule au niveau du scrotum et l'autre elle est descendue, elle n'est pas descendue, et à un certain moment, on peut avoir un diagnostic vraiment qui peut nous causer des problèmes parce qu'il y a des gens qui disent voilà, j'ai cru qu'il y a un seul testicule, il y a un testicule qui est vraiment qui fait pas de problème, donc on laisse tranquille. Il y a des gens qui viennent à 34 ans, 36 ans avec un seul testicule au niveau du scrotum. Donc le pronostic, le délai de prise en charge, c'est 6 heures. L'infertilité secondaire, elle est possible. L'atrophie secondaire est possible et la nécrose purulente ou la fistulisation, c'est la forme, elle est négligée. Donc, il y a des gens qui viennent avec des fistules après une torsion qui dure, qui date à 1 mois ou à 2 mois. Donc, on passe à la gangrène de Fournier. C'est une maladie qui est grave, au pronostic qui reste sombre, 20% à 50% de mortalité. Il y a les causes loco-régionales à rechercher dans 80% des cas, urinaire, périnéal, digestif ou dermatologique, et la recherche d'un diabète ou une cause d'immunodépression. C'est une situation qui rentre entre tout ce qui est viscéral, urologique ou dermatologique. Donc, les messages à prendre, donc, c'est une situation qui est fréquente. Je parle de la bourse aiguë, c'est un passage juste rapide des gangrènes de Fournier. Donc, la situation qui est fréquente au niveau du bourse aiguë, donc, il faut normalement le traiter en urgence et c'est un traitement qui est chirurgical. L'exploration à faire au bloc opératoire, le pronostic dépend de la rapidité et l'efficacité de la prise en charge et le consentement assigné par le patient et dire voilà, je suis d'accord pour l'opération et je suis d'accord s'il y a une indication de faire une orchidectomie droite ou gauche. On parle de la rétention aiguë d'urine, qui est une situation aussi fréquente aux urgences. Le problème survenant préférentiellement chez l'homme, il y a une rétention aiguë d'urine chez la femme, mais rare. Anatomiquement, c'est plus prédisposé à la rétention qu'à la fuite. La rétention urinaire peut prendre une allure extrêmement douloureuse dans sa forme aiguë. L'impossibilité totale d'uriner et de vider sa vessie. Donc, en fait, la différence entre anurie et rétention. Anurie, il n'y a pas normalement de production des urines. Et rétention, il y a des urines, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas normalement la possibilité de faire pipi. Donc, peut passer inaperçu dans sa forme chronique. Il y a une rétention aiguë d'urine qui est aiguë et chronique. L'aigu, donc, il y a la douleur qui est manifeste, le patient qui est en train de hurler aux urgences. Il y a une rétention qui est chronique, qu'on peut le découvrir en faisant une échographie. On trouve une vessie à 2 litres et le patient est sans rien. Et lorsqu'on pose la question, est-ce que tout va bien? Il dit voilà, je fais mes urines, donc il n'y a pas de problème pour moi. Et on trouve aussi un obstacle sous-vésical qui est surtout la prostate ou bien une sténose de l'urètre. Donc, le diagnostic, c'est une impossibilité d'uriner avec une vessie qui est pleine. La douleur et les suspicions de plus en plus intenses. Le besoin d'uriner permanent n'aboutissant au mieux qu'à l'émission de quelques gouttes d'urine. Et à la clinique, on peut trouver un globe vésical qui se méfie chez les obèses et les ascétiques, les patients qui ont l'acide. On peut faire la part entre un globe et acide. Et le toucher rectal chez l'homme, il est très important pour savoir s'il y a une prostate qui est augmentée de volume. Donc, les obstacles sous-vésicales, donc l'HBP, ou bien le cancer de la prostate, ou bien la prostatite. Il y a le rétrécissement de l'urètre, il y a la valve de l'urètre postérieur, surtout chez les enfants. Il y a le lithiase urétrale, sarcome des sinus érogénitales et les tumeurs pelviennes, et rétrécissement de l'urètre, donc fécalome. Il y a le dysfonctionnement neurologique, c'est la racine S2, S3, S4, les méningites, les poliomyélites, la sclérose en plaques, zona, et les traumatismes médulaires. Et les médicaments, surtout les atropéniques,
et les neuroleptiques qui peuvent nous causer une rétention aiguë d'urine. Donc, le traitement, en premier, c'est le drainage vésical. Et lorsque je parle de drainage vésical, soit c'est une sonde vésicale simple ou prostatique, ou bien un catéchisme pubien. Donc, le drainage vésical doit être aseptique, en circuit fermé, vidange discontinu, hémorragie aqueuse, c'est le risque. Si on vide de la vessie rapidement, on peut faire 500 cc, faire un clampage, après on déclampe dans 15 minutes. Donc, volume du globe, il y a parfois des gens qu'on trouve la vessie presque au niveau du thorax, avec 2-3 litres des urines. Donc, le CBU à faire par les urines fraîches et la sonde vésicale au cathéter pubien, c'est au dépend de les indications. Donc, les limites et contre-indications. Sondage vésical, la prostatite reste une contre-indication qui est relative. Donc, en 2024-2023, donc, j'entends toujours les gens qui disent, voilà, la prostatite, c'est une contre-indication absolue au sondage. Donc, la prostatite, ce n'est pas une contre-indication absolue, c'est une contre-indication relative. Donc, on prend une voie, on passe de l'antibiothérapie pour refroidir un peu le patient, on peut mettre une sonde vésicale. Le principe, c'est de mettre la prostate au repos. C'est pour ça on préfère de mettre un cathèse pubien. Mais s'il n'y a pas de possibilité de faire un cathèse pubien, on peut sonder le patient sans risque si on fait le refroidissement par le traitement antibiotique. Donc, les sténoses de l'urètre, il n'y a pas de passage, donc on donne la possibilité de faire un cathèse pubien. Et la fracture du bassin, comme on l'a dit dans les fractures du rein, donc s'il y a une fracture du bassin, c'est une contre-indication de sonder le patient si vous n'êtes pas urologue. Le cathéter pubien, donc les tumeurs de vessie, l'hématurie, c'est une contre-indication. On pose la question si le patient est tabagique, s'il y a une hématurie. Trouble de la coagulation, TP bas, plaquette bas, on peut faire normalement un cathèse pubien, on peut avoir une hémorragie. Une cicatrice de médiane sous-ombilicale, donc on ne sait pas s'il y a normalement une cystectomie partielle ou bien normalement un problème au niveau de l'abdomen. S'il n'y a pas d'histoire exacte de la médiane qui a fait le patient, donc on ne fait pas de cathèse pubien. Donc, et le pontage aortobifémoral, parfois il vient en sous-pubien, et lorsqu'on met normalement le cathéter pour mettre la cystostomie, on peut avoir une hémorragie. Dans la forme chronique, la rétention ne crée pas de douleur particulière, mais affaiblit le jet urinaire. Et la vessie se vide de moins en moins bien et la stase urinaire expose aux infections, au calcul, voire à une incontinence par regorgement. En cas de rétention négligée, la vessie se distend. Le terme de vessie claquée, caractérisé par qui est très dilatée et ne pouvant plus se contracter. Le risque est l'absence de reprise d'émission malgré un traitement adéquat sur la prostate. Et à un stade encore plus avancé, une dilatation du appareil peut apparaître aboutissant à une insuffisance rénale aiguë ou chronique avec risque de dialyse. Donc, on passe au priapisme. Priapisme, c'est un état d'érection qui est involontaire, prolongé et souvent douloureux, sans désir sexuel. Cette érection inappropriée devient rapidement douloureuse. Les corps caverneux sont tendus, mais le gland, corps spongieux, reste flasque. Danger au-delà de 4 heures, le risque de lésion définitive des corps caverneux et donc de dysfonction érectile. Les étiologies les plus importantes, c'est les hémopathies, drépanocytose, polyglobulie, thrombocytémie, les leucémies myéloïdes chroniques et les thromboemboliques. Affection de la région pelvienne, les cancers de la région pelvienne, cause traumatique pérenniale au pénien, rare avec un priapisme à haut débit, pas de danger d'ischémie. Les toxiques, les marijuana, cocaïne et alcool, et les causes iatrogènes, c'est le neuroleptique, héparine, de bas port moléculaire. Autres causes plus rares, c'est l'amylose, déficit en GSPD et tumeur de cerveau, myélite et tétanos. Le traitement, les petits moyens, c'est l'obtention d'une éjaculation éventuellement répétée et réalisant d'un effort physique important, application locale de froid, vessie de glace, l'inefficacité, injection intracaverneuse de drogue alpha-stimulante, et à noter que la surveillance de tension artérielle est cas risque d'hypertension artérielle qui est sévère. En cas d'échec, on peut faire une ponction intracaverneuse, l'évacuation du sang plus ou moins suivie d'une injection alpha-stimulante. Shunt caverno-spongieux bloc opératoire, soit percutané ou chirurgical, gland aux bases du corps caverneux, et pontage caverno-spongieux. Alors, on passe aux coliques néphrétiques. La colique néphrétique,
En bref, c'est la conséquence de l'obstruction du flux d'urine dans un uretère, le plus souvent par un calcul avec une dilatation des cavités rénales en amont. De toutes les douleurs connues, elle est décrite comme étant une des plus intenses, démarrant classiquement au niveau de la fosse lombaire et irradiant vers le flanc et le pubis et les organes génitaux externes. Le diagnostic passe par la réalisation d'une échographie réno-vésicale, ASP, et un scanner abdominopelvien sans injection de produit de contraste. Si on cherche un calcul, c'est le non injecté. Donc, on voit des patients avec des suspicions de colique néphrétique et avec un scanner injecté. Donc, il n'y a pas d'indication d'injecter le patient si on cherche un calcul. Donc, un traitement médical par anti-inflammatoire et antalgique doit être administré le plus vite possible pour soulager le patient. Et une fois la crise passée et le diagnostic confirmé, on peut proposer un traitement spécifique. Donc, la maladie lithiasique est une pathologie très répandue dont la fréquence augmente chaque année. On estime qu'actuellement, elle touche une personne sur 10 dans les pays industrialisés. Cette pathologie est invalidante à plus d'un titre. Aux crises douloureuses, imposant en général un arrêt d'activité, s'ajoute le caractère volontiers récidivant de cette maladie et le risque d'altérer sur le long terme le bon fonctionnement du rein. Une infection urinaire sera également recherchée car cela peut compliquer la colique néphrétique et la prise en charge. Donc, pour savoir s'il y a une colique néphrétique fébrile, on parle de pyélonéphrite. Colique néphrétique fébrile, c'est pyélonéphrite. Si on trouve un ECB qui est négatif au cours d'une pyélonéphrite, c'est un signe de gravité. Donc, c'est juste pour faire un petit mot là-dessus. Donc, un ECB négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de drainage de côté qui est obstrué. Et donc, s'il y a normalement un ECB négatif, c'est un signe de gravité. C'est-à-dire qu'on draine juste l'autre côté. Il n'y a pas de passage du côté qui est obstructif. Et donc, il y a une pyélonéphrite obstructive avec un ECB négatif. Donc, c'est un signe de gravité. Et on peut avoir une pyélonéphrose, voire un abcès rénal et le patient avec un ECB négatif. Donc, cette prise en charge repose sur quatre étapes importantes. La première des choses, c'est soulager le patient en cas de crise de colique néphrétique. Ces crises extrêmement douloureuses nécessitent bien sûr d'être calmées rapidement. Faire le point sur la cause de la colique néphrétique. Donc, il est essentiel de connaître le nombre de calculs, leur taille respective, leur localisation exacte. Cette évaluation se fait en général au moyen d'un scanner réalisé avec ou sans injection de produits de contraste. Si on cherche un calcul, donc le CMOI, si on ne trouve pas d'étiologie, donc le radiologue, il est systématiquement il injecte le patient pour chercher l'étiologie. Donc, en fonction des résultats du scanner, on peut proposer soit une surveillance simple ou une prise en charge en urgence. Donc, un traitement du calcul est la règle. Le traitement préventif des calculs en place en fonction des caractéristiques du patient, de son appareil urinaire et de ses calculs. Différentes techniques peuvent être proposées. Ça, c'est la sonde urétérale, la sonde de Blogy qu'on met, sonde urétérale qu'on met entre le rein et la vessie. Donc, débarrasser un patient de ses calculs, c'est bien, mais l'empêcher d'en fabriquer de nouveau, c'est mieux. Donc, un patient qui fabrique des calculs, c'est-à-dire qui va traiter le calcul et après, on peut avoir d'autres calculs qui se produisent. Donc, cette recherche de la cause repose sur plusieurs éléments. L'interrogatoire du patient, l'histoire de sa maladie et les habitudes alimentaires, le bilan radiologique, la nature des calculs renseignés par leur analyse et la réalisation d'un bilan phosphométabolique sanguin urinaire. Donc, on demande après l'ablation du calcul d'avoir une étude spectrophotométrique pour savoir la cause du calcul et savoir le régime à adopter. Au terme de cette enquête, la meilleure option, c'est le suivi radiologique régulier de dépistage d'une éventuelle récidive, la prise en charge d'un trouble métabolique, une modification des habitudes alimentaires et la mise en place des mesures de prévention fait chuter le taux de récidive. Ça, c'est une ASP avec une sonde de Blogy entre le rein et la vessie. Plusieurs moyens thérapeutiques sur l'urétéroscopie souple rigide qu'on met au niveau de l'urtère jusqu'au niveau de la jonction pyélo-urétérale. Et après, s'il y a un calcul au niveau du rein, on passe à l'urétéroscope souple parce qu'il est flexible. Donc, on peut rentrer dans les cavités rénales au niveau du calice supérieur, moyenne et inférieur. Il y a la LEC, c'est les ondes de choc. Et aussi, il y a la chirurgie pour enlever les calculs. Donc, on est arrivé à la fin. Donc, on a fait un petit tour sur les urgences urologiques. Celui-là, s'il y a des questions,